Je suis ravi de vous retrouver ici sur le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. On est à Bordeaux et on va parler de la Fondation pour une agriculture durable en Nouvelle-Aquitaine avec vous, Francis Massé. Présentez-nous un peu cette fondation et rappelez-nous un peu les fondements aussi de cette fondation. Alors cette fondation a été créée en 2009 par les organisations professionnelles qui étaient la Chambre régionale d'agriculture, la SAFER, auxquelles se sont associés les deux groupes coopératifs Maïs Adour et Euralis, et également des sociétés telles que Bayer, qui étaient au départ donc des fondateurs de cette fondation. Le but, c'était de pouvoir communiquer avec le grand public sur l'innovation qu'il pouvait y avoir en agriculture et dans la conservation du territoire. Et donc, nous avons pris l'option, dans les premiers temps, de primer des exploitants agricoles qui avaient des pratiques agricoles innovantes, tout en préservant le territoire et préservant aussi la consommation, en particulier l'épandage de pesticides, qui avaient aussi également sur leur exploitation un bilan économique tout à fait positif. Donc nous engagions dans la durabilité du territoire, dans l'économie et aussi dans des techniques chères à notre président de région, innovantes, tout ça dans le but de pouvoir avoir des exploitations rentables d'une part et qui aillent dans ce que recherche aujourd'hui le consommateur, des produits de plus en plus purs, un territoire de plus en plus actif et qui tend vers la nature. Voilà ce que nous avons fait, et ensuite nous avons évolué avec en diplômant des doctorants qui ont juste fait des thèses aussi justement sur les évolutions des techniques agricoles qui permettent là aussi d'économiser des pesticides d'une part, et d'autre part trouver des techniques qui permettent de ne pas remettre en question la rentabilité des exploitations agricoles, puisque nous nous sommes orientés là-dessus. Et je suis heureux ce soir, au-delà du président de la région, du président de la SAFER, qui a été un des fondateurs tout premiers, d'accueillir donc 3 lauréats qui vont pouvoir nous exposer leur sujet sur lequel ils ont été récompensés, et notre doctorante qui elle aussi a été primée sur son travail de thésarde et qui nous en parlera aussi. Voilà, merci en tout cas Francis de nous avoir présenté tout ça. Monsieur Rousset, j'allais dire l'innovation, vous êtes le président de la région et la région Nouvelle-Aquitaine accompagne l'innovation dans l'agriculture, beaucoup. Pas que dans l'agriculture, mais notamment dans l'agriculture. Merci de le rappeler. Une société qui n'innove pas dans ses comportements, dans son éducation ou dans ses productions est une société qui régresse. Dans le monde actuel, on pourrait être favorable à un monde qui se fige. Malheureusement, sur la planète, on est en compétition. Il faut qu'on soit meilleur. On a des talents de créativité en France. Et donc, je ne peux qu'être partisan de l'innovation. Il y a d'abord un premier problème, celui du machinisme agricole. Le machinisme agricole est lié à la dépénibilisation aussi du milieu agricole. On a perdu la capacité de produire ce matériel. Or, les transitions agroécologiques dont on parle aujourd'hui supposent un matériel différent. Donc on a une opportunité considérable de recréer une industrie autour de matériel. On peut le faire avec nos amis espagnols du Pays Basque qui sont très bons là-dessus. On peut le faire avec des entreprises. J'ai vu tout à l'heure à l'extérieur un enjambeur Grégoire. Il y a du matériel pour du semis sous couvert végétal qui est en Charente ou en Charente-Maritime, je ne sais plus. Donc il y a cela. Le deuxième point sur l'innovation, c'est que les agriculteurs disent, et à juste titre, OK, vous le disiez tout à l'heure, il faut qu'on sorte de tout ce qui est produit issu de fossiles.
parce que ça pollue. Ça pollue l'eau, ça pollue... Sauf qu'il faut qu'on fournisse des alternatives aux agriculteurs. Donc nous avons créé un cluster sur les solutions biosourcées, qui s'appelle le cluster biosourcing, et on a des aventures qui, moi, me font lever à l'aube le matin. Vous avez par exemple un agriculteur qu'on a fait venir de la région lyonnaise. Alors, je suis originaire de la région lyonnaise et j'ai un plaisir perverse à délocaliser des activités de la région lyonnaise, voire même de Suisse, pour venir ici. Et qui, à partir de soja, diminue le stress hydrique des plantes. Et quand vous diminuez le stress hydrique des plantes, eh ben vous ne les traitez plus. Vous imaginez les économies pour l'agriculteur, parce que le problème du revenu agricole est essentiel, mais vous imaginez les progrès sur le sol. Autre exemple, j'ai récupéré de l'école normale supérieure un créateur d'entreprise qui développe des activités à partir des microalgues que l'on fabrique, que l'on produit en masse à Libourne et qui assure des traitements efficaces sur le mildiou et l'oïdium. Voilà, pour moi c'est ça l'innovation aussi. Alors on s'appuie aussi sur les laboratoires, notamment les laboratoires agronomiques de l'INRA de Pierreton, enfin pas de Pierreton et de la Grande Ferrade, tous les laboratoires. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir la relation entre le monde de la recherche, le monde du transfert et l'homologation des produits. C'est le seul problème qu'on a, c'est quand ces produits sont homologués. Donc c'est une innovation qui correspond aux souhaits de la société, parce qu'elle améliore la qualité des sanitaires organoleptiques des produits. Et à ce propos, d'ailleurs, nous avons sur l'innovation, la Fondation donc participe au jury de Agrinov, qui est sur le matériel. Et il y a 2 ans et l'année dernière, nous avons récompensé un agriculteur sur la Vienne, si mes souvenirs sont bons, Bruno, qui justement faisait du semis direct avec du matériel adapté justement pour aller vers de l'économie d'intrants, mais aussi vers de la productivité et également de l'économie du tassement de sol, etc. Donc nous sommes tout à fait dans le vif du sujet et dans le sens de ce que recherche le président de la région et ce que recherche la Fondation, donc tout va bien. Exactement, Francis. Et moi, je vous propose qu'on découvre un peu les lauréats, Bruno. Alors avant de découvrir les lauréats, je voudrais juste rebondir aussi sur ce que viennent de dire Francis et Alain. Dans les lauréats de cette année, alors il est malheureusement pas là, il devait venir mais il n'est pas là. On a un agriculteur qui a inventé une herséterie performante qui lui permet de désherber à grande vitesse avec des caméras embarquées, etc., des cultures bio, qui peut très bien être adaptée demain à la culture conventionnelle. Donc on est typiquement, et là c'est bien de la recherche qui vient du terrain. C'est-à-dire c'est un gars qui, dans son garage, a fait le truc, quoi. C'est-à-dire c'est pas... Et ça marche. Donc c'est ça aussi qu'on cherche à détecter avec la Fondation. Et ce que dit Bruno est important, parce que moi, mon souci, dans la période actuelle, que ce soit dans une usine ou que ce soit dans des fermes, il faut dépénibiliser le travail. On ne peut pas revenir à ce qui pouvait exister. Si on veut attirer des jeunes qui s'installent, on ne peut pas leur offrir des productions qui soient... je me lève à 5 heures du matin, je vais traire, je vais ensuite... Enfin bon, voilà. Et juste pour poursuivre, et après je rentre sur les candidats, juste avant, on a remis le prix Joël Aubert en direction de journalistes qui ont écrit des articles, et il y en a un qui portait sur une innovation. Alors, ce n'est pas un agriculteur qui s'est porté candidat pour la Fondation, mais un agriculteur qui a inventé un système pour supprimer les drageons des noisetiers et éviter l'utilisation de produits chimiques. Et typiquement, c'est typiquement ce qu'on cherche aussi à faire ressortir. Et effectivement, pour réduire à la fois la pénibilité, l'usage des produits chimiques qui deviennent du coup inutiles puisqu'on a une solution,
On est complètement là-dedans. Alors, dans les lauréats de cette année, on en a 3 qui sont présents ici, donc ils se présenteront. Je vais juste dire ceux qui ne sont pas là, Exactement. en sachant qu'on a eu cette année une promotion assez large. On a eu 8 lauréats, ce qui est beaucoup. Souvent, on en a un peu moins. Et donc, dans les lauréats, on a eu Antoine de Poitvin, qui est éleveur au vin. Donc là, il est plutôt sur une orientation bien-être animal. Je ne rentre pas dans le détail, il y a son dossier, on pourra rentrer. Cédric Pérez, alors lui, il est de la Vienne, hein, Antoine de Poitvin. Cédric Pérez, qui est un agriculteur également au vin en Gironde, qui a développé une production laitière. Alors on verra qu'on en a un deuxième, décidément, cette année, voilà. Mais dans un système totalement intégré et également économe en intrants. On a Christelle Régnier, on y reviendra tout à l'heure, qui est en Dordogne, qui se présentera. Olivier Bayot, j'en ai parlé, c'est la RC Trille, donc le matériel, voilà. Et après, on a Jérôme Tropini, qui est aussi éleveur d'ovins dans un système qu'il présentera d'éco-pâturage. Et j'ai oublié Éric Sabourin aussi, oui, bien sûr, j'ai oublié, qui se présentera aussi son système, qui lui est un système très global, qui là aussi intervient sur le carbone, enfin vraiment quelque chose qu'on a trouvé assez exceptionnel. Et puis après, on a délivré un prix d'honneur à la ferme du lycée agricole d'Ahin. Alors prix d'honneur parce que les fermes des exploitations agricoles sont un peu particulières, mais cela dit, on a trouvé qu'il y avait eu un travail énorme de fait sur cette exploitation pour en améliorer l'autosuffisance. Et voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait la même catégorie qu'un agriculteur, mais ça nous a semblé intéressant de le pointer comme quelque chose de remarquable. Voilà. Et pour les doctorantes, on a 3 doctorants cette année qui ont reçu un prix. Donc une est ici, donc elle parlera de son travail tout à l'heure, mais 2 qui ont travaillé sur des sujets très pointus. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça nous paraît pertinent aussi. C'est sur la gestion savoir si, en utilisant des engrais soufrés, on pouvait réduire la captation du cadmium par le blé dur. Voilà. Le résultat est plutôt oui. Donc c'est bon à savoir parce que le blé dur capte le cadmium de façon... et surtout, elle a fait une vidéo exceptionnelle qui fait que même quand on trouve que le titre est compliqué, on comprend son travail. Et puis un deuxième sujet sur l'identification de plantes, de phytoextracteurs pour le cuivre. On sait que ça va être un problème. Malheureusement, pour l'instant, ce travail qui est très bien construit n'a pas permis de trouver de plantes exceptionnelles qui pouvaient absorber les quantités de cuivre qui ont été lâchées sur le territoire. Voilà les sujets qu'on accompagne quand même. Donc maintenant, on va pas moi de parler. Parole au lauréat. Je vais donner la parole au lauréat et on va commencer par la lauréate, Exactement. Christelle Régnier, qui va présenter un petit peu son modèle d'exploitation, qui est assez original, qui rejoindra un peu celui de M. Tropini, mais avec des différences. Donc Christelle, à vous. Allez-y, présentez-nous votre exploitation. Bonjour, donc moi je me suis installée en décembre 2018 à Condat-sur-Vézère, c'est un petit village à côté de Montignac, des Grottes de Lascaux. Donc je fais de la brebis viande, on a 2 races à petits effectifs. Donc c'est la brebis landaise et la brebis basque, la Chachiardia, qui sont toutes les 2 des races menacées. Donc la landaise est inscrite au conservatoire des races d'Aquitaine et la basque est hors berceau, donc elle ne fait pas partie du programme. Voilà, on a 250 brebis en plein air intégral, on est en bio. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de bâtiment, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de tracteur, on a des chiens et des pâturages tournants. Donc on est en extérieur toute l'année et on n'a pas d'intrants. Voilà. Donc elles n'ont pas de foin, on déplace nos brebis tout le temps. Voilà. On garde essentiellement. Et voilà, c'est du pastoralisme sur une AFPL, donc c'est l'association foncière pastorale libre du Randal à Condat-sur-Vézère, donc qui regroupe 1200 hectares à notre disposition. Donc c'est des pâturages, c'est pas de la SAU, hein, c'est des landes et des bois. On n'a pas que ça, on pâture aussi dans des noyeraies, dans des truffières, parce que les brebis ont besoin de manger quand elles ont leurs agneaux. On fait aussi des marchés de producteurs l'été, donc on valorise notre viande en steak d'agneau, on fait du burger sur les marchés. Ouais, c'est original. Bruno, vous vouliez réagir? Non, je ne vais pas prendre ta place. Hein. Non, mais j'ai bien vu. Non, j'allais vous dire, c'était important pour vous là d'être autonome et d'avoir
Ça vous tenait à cœur quand vous êtes installé? Il y a pas si Alors, longtemps on que s'est ça installé avec mon mari, oui, en 2018, à la suite d'un licenciement économique, et on savait pas trop. On voulait travailler ensemble, mais on partait pas du tout dans l'agriculture parce qu'on n'était pas issus du monde agricole. On n'avait pas de terrain. Et quand j'ai fait mon bilan des compétences au Pôle emploi, j'ai fait le lycée agricole. Après, j'étais dans les chevaux et elle me dit mais pourquoi vous montez pas un élevage? Je dis mais j'ai pas de terrain, ça va être compliqué. Et puis quoi? Et en fait, j'avais fait le lycée agricole à Périgueux. C'était option mouton cette année-là. Ma grand-mère était éleveuse de moutons aussi. Et puis de fil en aiguille, ça s'est imposé. C'était vraiment l'élevage que je devais faire, quoi. Et du coup, on est allé voir plusieurs éleveurs avec plusieurs systèmes, donc en bâtiment, plus ou moins intensif, un peu en pastoralisme, les agneaux fermés, les brebis dehors. Et finalement, on a opté pour une brebis rustique et qui vivait toute l'année dehors parce qu'on ne voulait pas investir. À presque 50 ans, on ne voulait pas investir, voilà. Et puis en fait, c'est vraiment un élevage qui nous convient. Et, voilà, on mène nos brebis. On a presque 250 brebis, ouais. Ce qui est quand même bien, effectivement. Oui, on veut monter à 500, mais on a eu des petits problèmes de FCO il y a 2 ans. Et, voilà. Et ça peut ralentir, effectivement. Ouais. On va passer la parole donc à Monsieur Sabourin. Eric, présentez-nous un peu aussi votre exploitation. Ça marche? Oui, ça fonctionne. Mettez bien le micro sur le menton et c'est bon. Donc voilà, Eric Sabourin. Donc on est près de Poitiers, dans la banlieue de Poitiers. Donc on est en GAEC avec 2 jeunes. Donc sur le plan social. Ah bon. Rapprochez le micro. Oui. Pardon. Donc GAEC du Bois-Soleil, jeune GAEC. Sur le plan social, on a eu l'installation de 2 jeunes avec moi, ce qui fait que ça fait baisser sérieusement la moyenne d'âge. Et on en a besoin en agriculture. Voilà. Ensuite, on a maintenant 2 salariés pour nous aider à toutes ces tâches. L'idée de l'élevage qui est très récent, lors de l'installation, c'est l'idée des jeunes. L'innovation, c'est tout simplement faire de la brebis laitière dans le pays de la chèvre. Exactement, oui, c'est ce que j'allais vous dire. Je les ai suivis ou je les ai encouragés et je les aide parce que je me voyais mal faire par exemple des fromages de chèvre et me mettre en concurrence. Quelle prétention de faire du fromage meilleur que mon voisin, enfin voilà quoi. Donc ça convient très bien, c'est de l'innovation et ça paraît logique. Par contre là, l'innovation c'est de produire un produit laitier issu des brebis, fromage, tome, yaourt, etc. Nouveau, du fait que c'est des produits fermiers au lait cru. L'idée première était aussi de faire du plein air, mais il s'avère que c'était un peu trop compliqué dans un environnement pas forcément favorable. Donc il a fallu faire des bâtiments. Il y a 3 ans, c'était un champ de petits pois. Aujourd'hui, on a monté des bâtiments, donc on a investi. Alors pour moi, c'est un peu lourd, mais les jeunes, ils vont amortir ça lors de leur carrière. Sur le plan environnemental, donc moi, ça fait 30 ans qu'on travaille sur les couverts végétaux. Donc on est bien sensibilisés. J'ai pris conscience il y a longtemps que nos sols étaient en train de mourir. On a arrêté le labour, on a mis tout ça en place. On a utilisé des matériels il y a très 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 longtemps, des semoirs de semi-direct, mais seulement on n'avait pas les couverts végétaux. Et ça ne marche pas. Il faut l'ensemble de ces techniques pour que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on est content. Et les jardiniers autour de nous connaissent nos champs. Parce qu'ailleurs, ça risque... on a des agriculteurs qui sont en train de perdre leur sol. Voilà. Ensuite, on a poussé le bouchon un petit peu plus loin parce que le fait de réintégrer sur l'exploitation que j'avais des ruminants, ça veut dire qu'on implante des prairies, ça veut dire qu'on implante des luzernes. Les luzernes, c'est le gros fissurateur avec 0 fioul, vous voyez. C'est quelque chose qui travaille le sol gratuitement, etc. Donc des rotations aussi encore plus longues. Et puis, on avait fait des demandes via Prom-Haies pour la plantation des haies, mais en 2021, j'avais fait ça. Et tout d'un coup, là, il y a 2 ans, on m'a donné un petit coup de fil. Si le dossier était toujours d'actualité, je ne m'en souvenais plus. Mais il y a toujours de la place pour mettre des haies. Donc on a planté 1,5 km de haies, en plus des 3-4 km que j'avais fait déjà, moi, dans les années passées. Et là, le plus beau
La plus belle des choses qu'on a mis en place, je pense, c'est de l'agroforesterie sur 13 hectares autour de la bergerie. C'est-à-dire qu'on a changé vraiment le paysage et on est dans une zone, on est sur une commune à Ras-Poitiers où il y a 2000, bientôt 3000 habitants. Donc ça fait vraiment tâche, quoi. Sur 13 hectares, on a planté 600 arbres. Alors ça a été fait, il faut le reconnaître, grâce à des aides et des incitations incitatives, des fonds régionaux, des fonds nationaux. Sans ça, on ne pouvait pas se le permettre. On ne peut pas investir partout rapidement. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que pour valoriser les refus des brebis, on a réintégré un petit peu de bovins. Et quelque chose que j'ai découvert, que je ne soupçonnais pas, parce qu'on est vraiment en cohabitation avec les citadins, c'est qu'il y a des gens qui se sont permis de nous remercier de remettre des vaches dans les champs. Je ne m'attendais pas à ça. C'est pour la petite idée. Mais c'est pour montrer aussi notre société qui est un peu bancale. Vous disiez tout à l'heure d'innover. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en France, on ne peut pas innover. Parce qu'en France, les systèmes sont tellement verrouillés que si ce n'est pas écrit, ça ne peut pas exister. Alors comment on invente ? Il faut débloquer tout ça. Il faut laisser la libre expression, expression des idées et de l'innovation. Merci en tout cas. Oui, mais vous allez, pardon. Oui, allez-y, réagissez. J'allais vous passer la parole. C'est magnifique parce que vous allez dans un vrai sens sur l'état de la planète, les besoins des agglomérations, de la périphérie des agglomérations. Vous savez, moi, quand j'ai été élu maire de la commune de Pessac, qui est une commune de l'agglomération bordelaise, et il y avait un projet immobilier de 400 pavillons sur 250 hectares à la périphérie de la Vienne. 400 pavillons. Et dès que j'ai été élu, j'ai arrêté, j'ai retiré l'acte administratif. Et aujourd'hui, alors c'est pas tout à fait de l'agroforesterie, mais j'ai maintenu un bois de 300 hectares où tout le monde va bénéficier de la nature, des écureuils, parfois des chevreuils ou des... Enfin, c'est... voilà. Et on a encore dans cette commune de l'agglomération bordelaise quatre agriculteurs. L'un a bénéficié d'un prix que je lui ai remis ce matin, parce qu'il a encore des vaches laitières qu'il remet, avec lequel il fait du fromage. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que votre constat sur les sols, que tous les scientifiques valident à 100%, est effectivement un des défis. Et d'ailleurs, dès que le plan viticole sur l'arrachage a été décidé, j'ai demandé à l'INRAE de Villeneuve-d'Ornon, à la Grande Ferrade, de réfléchir comment des sols dont les vignes ont été traitées avec du cuivre pendant 30, 40, 50 ans, on peut les réutiliser. Qu'est-ce qu'on y plante ? Et ça, c'est le défi. Mais la survie des sols, c'est la vie. Certains ne le comprennent pas aujourd'hui, mais c'est la vie. Et ce ne sont pas les marges agricoles qui vont permettre aux générations futures de ramener des tonnes et des tonnes de compost pour élever des vers de terre pour sauver le sol. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Même s'il y a de gros moyens, de toute façon, il faudra du temps. Mais la nature est tellement bien faite que si on y met les moyens, alors il y en aura peut-être qui vont mourir, mais il faut en garder des fertiles à côté, quoi. Exactement. Je vous propose de passer la parole à côté de vous à Jérôme Tropini. Présentez-nous un peu votre exploitation et dites-nous ce que vous faites. Oui, merci déjà de m'accueillir. Donc moi je suis Jérôme et je suis de la presqu'île de Fouras, donc juste au sud de La Rochelle. Et je vais reprendre vos propos, Monsieur le Président, parce que c'est un petit peu le fondement de mon entreprise. La biodiversité qui s'effondre, le changement climatique est avéré, d'accord ? On cherche des solutions pour limiter l'impact carbone. Autour de chez moi, on a de nombreux espaces naturels sur lesquels on est obligé de maintenir ouverts et on le fait avec du machinisme ou de la mécanisation. J'ai découvert qu'il y avait de nombreuses races de moutons rustiques, patrimoniales et qui sont menacées.
parce que écarté de l'agriculture. Et le 5e point, c'est que mes ancêtres étaient des bergers. Ça m'a un petit peu facilité le déclic, parce que pour moi, c'est devenu évident qu'un élevage de moutons pouvait apporter des bénéfices. Donc des bénéfices, je reviens vers toi en disant que je pense que la créativité et l'innovation est encore possible si on a un petit peu du courage et un petit peu de rébellion. Et dans les bénéfices, tout à l'heure vous parliez de stress hydrique. La laine de mouton, quand vous le mettez au pied de plantation, donc j'ai planté bien sûr avec le programme de la Charente-Maritime des haies, et encore hier je mettais de la laine de mouton au pied de mes fruitiers et de mes arbres de Auger, parce que je vais peut-être pas avoir besoin d'arroser. Donc vous voyez, rien qu'avec de la laine, qui est un produit noble, malheureusement qui n'a plus d'utilisation, on peut quand même en faire une utilisation vertueuse. Donc j'ai voulu partir sur un élevage de moutons, mais derrière j'ai des problèmes. Je ne suis pas issu du monde agricole, je n'ai pas accès à du foncier, je n'ai pas de foncier et je n'ai pas de bâtiment. Et j'en reviens, puisqu'on a le droit de se dire des petites anecdotes, mais je pense qu'on est nombreux des nouveaux agriculteurs, et pas forcément que des jeunes, parce que moi je fais partie de la catégorie nouveaux agriculteurs, de ne pas être issus du monde agricole, et qu'aujourd'hui, la clé pour pouvoir s'installer, c'est le foncier. Et il y a une vraie réflexion à faire là-dessus, et je vous assure que aujourd'hui, moi j'ai déjà discuté avec la direction de mon département, de la SAFER, et il y a des clés à débloquer qui ne sont pas compliquées. Mais il ne faut pas laisser faire ça, parce qu'autrement on va perdre des jeunes sur le coup. Et du coup, sans bâtiment, sans foncier, j'ai réussi quand même à partir, parce que le département de la Charente-Maritime m'a confié 5 hectares en fermage. Moi j'en avais déjà 2 sur Foura, et c'est comme ça que je suis parti. Et aujourd'hui, c'est mon 2e exercice. Donc, et je peux vous témoigner que la société est très sensible à mettre du vivant dans les espaces naturels. Ce que tu disais tout à l'heure, on te remercie de mettre des bovins, mais moi on me remercie tous les jours quand je mets des moutons. Et la société civile, mes moutons, ils sont dans des EHPAD, dans des écoles, bien sûr avec des communes, autour de stades sportifs. J'en ai bien sûr dans des réserves naturelles, des entreprises, et dernièrement l'armée. J'ai été reçu par le général de l'armée il y a très récemment sur la base aérienne de Saint-Aignan. Le pâturage permet de diminuer donc bien sûr le machinisme, conserve et augmente la biodiversité. Donc il y a du témoignage technique, voilà, c'est un stockage voilà. On amende le sol. Les moutons qui transhumaient, avant c'était vraiment pour amender le sol, aujourd'hui c'est une réalité. Le modèle économique de l'éco-pâturage ou de l'éco-pastoralisme, je pourrais vous dire en aparté quelle est la différence, mais c'est un modèle économique qui est rentable, qui est viable. Et c'est un modèle qui peut servir à des éleveurs de moutons aujourd'hui qui sont en difficulté. Donc pour moi, c'est un remède. On parle d'agroécologie ou nouvelle agriculture en symbiose avec la nature. Je pense que c'est important que l'agriculture se réconcilie avec la nature. Et ça, c'est un modèle qui le permet. J'ai 250 moutons et bien sûr j'ai des landaises, donc je suis l'éleveur le plus de landaises, certainement le plus au nord du berceau de la race. Du berceau de la race. Et je suis devenu aussi administrateur du Conservatoire des races Aquitaine, parce que ce sujet-là il m'intéressait. Et les landaises, elles m'intéressaient parce qu'elles portent en elles de la génétique qui permet d'être résistante et qui permet de limiter l'utilisation de produits chimiques pour l'aspect sanitaire. Je n'utilise aucun produit chimique depuis 2 ans. Et j'ai un suivi avec des vétérinaires et j'ai un suivi de mes animaux. Par contre, qui pâturent. Moi, je n'ai pas d'espace, mais je pâture sur une 50aine d'hectares. Et je suis rémunéré pour ça. Et je suis rémunéré comme un paysagiste, en fait.
En gros, ce que les collectivités ou les entreprises payaient pour broyer ou pour tondre, et bien, je demande d'être rémunéré exactement de la même manière. Pas plus, pas moins. Je ne veux pas que ça soit un choix économique. Je veux que ça soit que les décideurs fassent leur transition, en fait. Fassent un acte. Et en proposant cette alternative, je suis facilitateur, mais que ce soit eux qui prennent la décision de vraiment agir aussi. Attendez, à ce sujet, je crois que Laurent Joffre voulait réagir de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Oui. Très bien, Laurent. Je reprends la balle au bon, parce qu'il y a des choses qui me parlent. Les NIMA, non issus du milieu agricole. C'est vrai qu'à la SAFER, on a 50% de nos installations, on les fait avec des hors-cadres familiaux. Donc on est en plein dans cet état d'esprit-là. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, parce qu'en plus, vous êtes dans un secteur Foura, la Charente-Maritime, où globalement, à chaque fois qu'on a des terres qui se libèrent, on a 10 candidats. Donc à chaque fois, c'est compliqué de trouver le candidat qui va bien. Et pas des éleveurs. Et souvent pas des éleveurs. Et c'est vrai qu'en Charente-Maritime, il y a un peu de tout. Et c'est vrai que globalement, remettre de l'élevage, je ne vais pas vous dire l'inverse, j'ai 150 vaches à la maison sur 150 hectares de prairies. Donc je sais de quoi vous parlez. Et effectivement, si on peut ramener de la matière organique dans les sols, globalement, partout dans les secteurs céréaliers, c'est une complémentarité que beaucoup de régions n'ont pas fait, et ils se rendent compte aujourd'hui de la virtuosité de l'élevage. Parce que clairement, le carbone, quand il manque, après on se rend compte qu'on est beaucoup moins résilient vis-à-vis de la sécheresse, vis-à-vis du changement climatique. Donc la complémentarité élevage, sol cultivé est essentielle dans bon nombre de départements. Vous vouliez rajouter, Jérôme, et puis après on verra avec vous, Olivier, votre projet. 50% qui arrivent à s'installer, et on ne compte pas ceux qui ont abandonné parce qu'ils n'ont pas de terre. C'est beaucoup plus de non issus agricoles qui sont motivés pourtant, qui ont envie, quoi. Et là, si vous voulez qu'on en parle en aparté, j'ai peut-être des clés pour permettre ça, mais il faudra être courageux politiquement pour que ça change. Ensuite, et c'est pour ça que j'ai répondu et j'ai candidaté, c'est parce que mon modèle, il est transmissible. Aujourd'hui, il y a des éleveurs qui peuvent aussi avoir un élevage spécifique pour agir auprès de leur commune ou communauté de communes et donc passer sur l'écopastoralisme ou l'écopâturage. Et là, je les invite à se rapprocher de la Fédération française d'écopâturage et d'écopastoralisme, où il y a les conseils. On est en train de monter une assurance type pour ça, et bientôt un code APE. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Jérôme. Olivier Bayot, vous avez un micro juste devant vous. Présentez-nous un peu votre exploitation. Vous êtes lauréat également de la Fondation pour une agriculture durable en Nouvelle-Aquitaine. Déjà, merci de m'accueillir et d'avoir aussi retenu ma candidature. Donc, je suis agriculteur depuis 2018. Je suis d'origine de Maine-et-Loire à la base et je me retrouve aujourd'hui dans les Landes. C'est un parcours un peu particulier. Je suis né dans une région de polyculture élevage où j'avais pu connaître un peu tous les systèmes agricoles de la région là-bas. Et je me suis retrouvé un peu par hasard ici à m'installer finalement en exploitation ici. C'est un parcours un peu long, on va peut-être pas tout expliquer. Mais mon installation finalement, elle s'est faite. Mon installation de base était dans ma région à la base, en polyculture élevage, donc j'étais plutôt orienté vers la vache à viande, ce qui ne s'est pas fait à l'époque. Je me suis réorienté, j'ai fait de la compta-gestion pendant quelques temps. J'ai travaillé notamment en Gironde, au CER France, pendant plusieurs années. Et mon parcours a changé après. Et donc j'ai pu m'installer en exploitation agricole céréalière bio en 2018. Dans une exploitation qui avait beaucoup d'atouts, puisque j'étais pour le coup hors cadre familial, même si je suis du milieu agricole. Je suis né dedans, je suis comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et c'est vrai que pour moi, ne pas m'installer, ça aurait été une frustration dans ma vie, parce que c'était toujours un projet de base. Conseiller des agriculteurs, ça me plaisait.
Mais aller plus loin, c'était un aboutissement pour moi. Et j'ai eu cette opportunité donc, de reprendre une exploitation chez quelqu'un qui avait vraiment envie aussi de céder son exploitation. Parce que je suis dans la Haute-Lande, et la Haute-Lande, on sait aussi qu'il y a des agriculteurs avec des moyens assez importants. Et là, l'exploitant cédant m'a donné les moyens, on va dire, de pouvoir m'installer. Par quels moyens, finalement, il y a l'installation par la CUMA, parce que tout mon parc matériel est détenu par une CUMA, et c'est elle qui me met à disposition du matériel. Donc ça m'a permis déjà énormément de réduire mon achat d'installation, mon installation de départ. Et après, l'autre atout, c'est aussi que j'étais en location. Et donc, moi, je ne cherchais pas à obtenir absolument du foncier parce que je sais que c'est cher, je sais que ça coûte très cher, il faut faire des emprunts sur des longues durées et on n'a pas toujours le retour sur investissement. Et il y a le système fiscal aussi qui, finalement, est compliqué parce que quand on achète des terres, il n'y a pas d'amortissement en face. Et donc, si on veut se garder de revenus pour soi, eh bien, on ne peut pas finalement acheter plein de fonciers et aussi garder de la trésorerie pour soi-même pour en vivre. Donc moi, ma priorité, c'était plutôt je suis plutôt de la jeune génération, j'ai l'impression pour ça. J'étais pas focalisé sur un patrimoine, j'étais focalisé sur j'ai besoin du cash pour vivre. Donc c'était mon objectif premier. Et donc j'étais orienté à chercher d'abord la rentabilité sur mon exploitation. Donc en 2018, c'était un contexte plus favorable pour l'agriculture biologique. Il y avait des contrats légumes qui étaient qui cherchaient des industriels qui cherchaient des producteurs de légumes. L'exploitation était aussi en 2018 en première année de conversion totale, donc elle était à 100% bio et la conversion terminée. Et donc j'ai profité, non, ça s'est trouvé comme ça. Il a fallu que je me lance ce défi de réussir dès cette première année complètement convertie pour devenir dès le départ assez productif et réussir à me tirer un revenu suffisant. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que défi réussi. J'ai plutôt bien réussi mon installation. J'ai réussi à tenir des rendements au niveau des conventionnels. Donc j'étais content de pouvoir aller les voir, les conventionnels, et leur dire vous voyez, le bio, c'est possible et on peut faire mieux que vous. Et d'ailleurs, j'en ai un propre exemple aujourd'hui, c'est que je viens de faire une récolte de petits pois. Et finalement, je suis à leur niveau, et voire même peut-être un peu au-dessus, encore aujourd'hui. Parce que pourquoi je pense c'est que finalement, ma production, finalement, on en parlait, la qualité des sols, en mettant des fumures organiques petit à petit, tout le temps, sans aussi de stress avec les produits phyto, et finalement, le sol vit mieux. Et même si on est sol de sable, ça vit très peu. Et par contre, sur le labour, on n'a pas trop le choix, par contre, sur le bio. Pour tenir l'herbe, pour les grandes cultures surtout, je pense. Donc ça a confirmé en fait votre choix initial. Voilà, ça a confirmé et finalement, j'ai pas plus de maladies, j'ai pas plus de problèmes en général et mes cultures se portent généralement bien. Et donc là, si on rentre un peu sur mon lauréat, on va dire ce qu'on m'a accordé, c'est que finalement, je suis un peu polyvalent. C'est vrai que j'ai fait de la compta, mais aussi avant, j'ai été salarié agricole. Et aussi dans l'exploitation familiale, on bricolait aussi un petit peu. Et donc, je me suis créé des outils, petit à petit, en observant mes façons de faire. Et en observant justement mes champs, comment mieux maîtriser l'herbe. Mon point clé pour moi dans le bio, c'est l'herbe. Il faut que je maîtrise l'herbe, sinon c'est une chance sur deux de ne pas y arriver. Donc l'herbe, pour moi, c'est mon point clé. C'est l'ennemi premier qu'il faut battre pour pouvoir tenir une culture au bout, surtout les phases de départ en fait. Et donc la phase de départ, justement, c'est là où j'en viens, c'est que ma création qui est mis en place, c'est que c'est un outil qui aujourd'hui permet de travailler les sols à des stades très petits. Donc on est sur des plantes qui font 2-3 cm de haut, voire un peu plus après. Et donc j'arrive dès ces étapes-là à gratter le sol de façon assez agressive. Et donc j'arrive justement finalement à tuer l'herbe dans les premières phases. Ce qui n'est pas le cas avec les outils que l'on peut voir aujourd'hui, les grandes herses cétriques qui sont très larges
et avec un système de grattoir qui gratte partout. Moi, je gratte pas partout, je garde mon plant tranquille et je gratte autour. Et finalement, je protège ma plante et j'enlève ce qui peut y déranger. Donc c'est ce qu'on essaye de faire pour tout le monde, hein, mais sauf que là, je le fais plus tôt. Et avec l'outil que j'ai créé, donc la particularité, c'est que finalement, on a aujourd'hui des outils à dents généralement. On a aussi l'étrie, mais l'étrie, elle passe toujours en plein. Moi, c'est une étrie qui passe pas en plein et qui finalement suit les rangs. Donc ça demande un peu de technicité aussi, c'est qu'il faut suivre les rangs. C'est pas toujours facile, hein. On y arrive mieux dans les sables parce que finalement, on a aussi des sols plats, on a un sol facile à travailler. Donc c'est quelque chose qui est plutôt adapté au sable, donc plutôt Haute-Lande ou Sud-Gironde. Et donc, alors pour tout expliquer, je ne sais pas si vous allez tout comprendre, mais... Rapidement, oui, effectivement. Ouais. Parce que finalement, quand on fait un semis, le producteur, le semeur, la personne qui va semer, va faire des allers-retours comme ceci. Et souvent, c'est des semoirs de 3 à 4 mètres. Et donc, moi, ma particularité, c'est que je vais me mettre à cheval sur 2 semoirs de 4 mètres, voire 3 mètres aussi, parce que l'outil est adaptable. Et finalement, comme je suis à cheval, je vais faire passer 2 étrilles de chaque côté, simultanément. Et finalement, comme on sème, généralement on fait des écarts en faisant des allers-retours, j'ai créé un système de vérin central qui ajuste en permanence le travail que je dois faire pour rester dans la précis finalement. Donc c'est la particularité de cette petite invention et c'est l'innovation que vous nous C'est mon innovation, voilà. Très bien, merci Olivier. À côté de vous, on a une doctorante, Clara Lefebvre. Clara, quel est votre sujet d'étude finalement et votre doctorat? Merci beaucoup déjà de m'avoir invité et pour nous permettre de parler de nos travaux. Du coup, moi, j'ai effectué un doctorat entre l'année 2021 et 2024, donc il est terminé maintenant. Bravo. Merci. Donc moi, j'ai travaillé avec le CNRS et un autre centre de recherche qui s'appelle le CIRAD. C'était une thèse qui était financée par une association qui s'appelle Pour une agriculture du vivant, que certains connaissent peut-être. L'innovation de cette thèse, c'était d'aller faire de la recherche, pas en parcelle expérimentale, mais à la ferme, ce que beaucoup de chercheurs ne font malheureusement plus. L'idée, c'était, de comparer d'une manière, on va dire, systémique, des pratiques agricoles en grande culture, du coup, contrastées. D'un côté, l'agriculture de conservation des sols. On a un exemple ici de quelqu'un qui en faisait depuis longtemps. Donc c'est exactement le type de profil qu'on est allé chercher, des personnes qui faisaient de l'agriculture de conservation des sols depuis à peu près 5 à 30 ans, plutôt en Nouvelle-Aquitaine. Et on a comparé leurs parcelles de blé avec leurs voisins qui faisaient du conventionnel, pas de couverts végétaux et un travail du sol très régulier. Et on a essayé de regarder déjà la différence de pratique à sol égal, à climat égal, à conditions de manière générale pédoclimatiques égales. On a essayé de regarder donc, cette différence de pratique sur les parcelles et les différents effets que ces pratiques-là pouvaient avoir sur la santé des sols, des plantes et aussi sur la qualité finale nutritionnelle et sanitaire des productions de blé. Donc voilà, donc on a fait 2 ans on a suivi des parcelles de plus de 40 agriculteurs pendant 2 ans et on a compilé tout ça à la fin et donc les résultats étaient très intéressants, notamment sur la partie sol, sur des parcelles en agriculture de conservation depuis longtemps. Merci Clara de nous avoir présenté votre thèse. Bruno Millet, justement, vous lancez un peu un appel à candidature, c'est ça, avec Francis? Alors, avant de lancer l'appel à la candidature, juste redire que le travail de Clara, d'Agathe Vidal et de Pierre Rayon, qui sont les deux autres lauréats qui ne sont pas là aujourd'hui, ont fait l'objet d'une petite vidéo, donc on pourra les retrouver sur AgriWeb TV en complément de nos travaux pour mieux comprendre ce qui a été fait. Et voilà. Alors effectivement, juste une chose aussi, j'ai oublié de parler d'un lauréat qui aurait dû être là ce soir, c'est Jérémy Lauda, qui a peut-être eu des problèmes pour arriver. Il vient des Pyrénées-Atlantiques, hein, donc voilà. Et peut-être qu'il a eu des soucis aussi, puisque les conditions ne sont pas idéales, donc qui n'a pas pu venir. Et redire aussi, parce qu'on ne l'a pas peut-être reprécisé, le mode opératoire pour les candidats. Hein. Donc il y a un jury qui va se réunir, mais sur
sur une analyse faite par des experts qui vont sur le terrain, qui rencontrent chacun des exploitants, dans un dialogue très ouvert et très libre, et sur lequel ils se permettent d'apprécier à la fois la dimension économique de la réalisation, sa dimension sociale et environnementale. Et l'idée, c'est qu'évidemment, si on considère que ces agriculteurs et agricultrices peuvent être lauréats, c'est que leur modèle, il est reproductible, il est communicable, et il leur permet de gagner leur croûte. Hein, parce que sinon, voilà, on peut faire des tas de choses, mais si à la fin on n'a pas de revenus, c'est pas durable. Voilà. Donc c'est quand même l'esprit général qu'on développe. Alors effectivement, les appels à candidature, ils sont à nouveau ouverts pour 2025-2026, à la fois côté agriculteur. Donc si vous avez des voisins qui sont intéressés, etc., je le rappelle, le dossier il est très simple. On ne demande pas un dossier en 25 exemplaires, hein, c'est un recto verso. Voilà mon exploitation. Voilà ce que j'ai fait et ce que je pense à apporter sur les 3 volets. Juste avant de... Petit point, on a fait une étude avec Francis, on s'est dit quand même, on existe depuis 2009. On a récompensé un peu moins d'une centaine de lauréats depuis qu'on s'est mis en place. Mais que sont-ils devenus ces lauréats? Est-ce qu'ils existent encore? Est-ce qu'ils ont tourné la page? Est-ce qu'ils sont revenus en arrière, etc. Donc on a chargé nos experts, c'est-à-dire ceux qui vont vous rencontrer les lauréats, de recontacter tous ces lauréats d'avant. Et puis on a fait un petit questionnaire, etc. Voilà. Les résultats, alors j'ai une étude un peu plus complète, mais je vais vous en donner 3 qui me paraissent structurants et fondamentaux. Le premier, alors évidemment on ne peut pas comparer cette population à la population d'ensemble des agriculteurs, mais globalement, ceux qui ont arrêté leur activité, ils ne sont plus agriculteurs, ils ont vieilli, etc. Ils ont tous transmis, ils ont tous eu de la succession, à 4 près sur, pas la centaine, parce qu'on n'a pas eu la centaine, mais sur les 60 qu'on a eu. Donc c'est plutôt quelque chose de réussi. Globalement, ils ont continué à innover. Ce sont des entrepreneurs. Ils n'attendent pas que ça se passe, que ça vienne d'en haut. Hein. Ils cherchent, ils inventent, ils réfléchissent, ils avancent. Et globalement, quand on leur demande comment vous avez fait évoluer votre exploitation, globalement, c'est principalement de la diversification. Alors c'est de la palisse un peu, hein, mais se diversifier, finalement, c'est une clé aussi pour mieux résister aux aléas climatiques, de marché, etc. Et dans un certain nombre de cas, réintroduction aussi de l'élevage. Alors soit en direct, hein, j'intègre qui ont remis des moutons, des volailles, des choses comme ça. Bon, parce que à la fois je diversifie mes productions, mais j'améliore mon mix, mince, le mot m'échappe. C'est la fin de la journée, hein, c'est pas facile. J'ai l'impression. Fertilisation, voilà mon mix fertilisation. Donc je réduis mes intrants chimiques. Et c'est donc diversification, élevage, un peu agrandissement, mais très très rarement ou pratiquement pas dans aucun des cas de la spécialisation. Donc c'est aussi un signal, peut-être il faut qu'on réfléchisse à nos modèles. Et quand je disais l'élevage, c'est soit sur mon exploitation, soit des partenariats avec des éleveurs. Hein, on l'a évoqué là tout à l'heure. C'est important, ça veut dire que l'agriculture de demain, si elle n'a pas un peu d'élevage dans son environnement, la grande culture, elle aura peut-être des soucis dans sa reproductibilité à long terme. Voilà, je ne vais pas être plus long. Donc l'appel à candidature est lancé. Il suffira d'aller sur le site de la FADUNA, hein, Fondation pour l'agriculture durable en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, Francis, je pense qu'on n'a rien oublié. Est-ce que vous voulez remercier peut-être les donateurs et les fondateurs, peut-être ? Tout à fait, Julien. On va remercier, d'abord féliciter les lauréats qui sont présents ici et puis ceux qui n'ont pas pu venir. Dire que vous l'avez vu ce soir, la Fondation, c'est le moyen de mettre les feux, le phare, et que sur ces modèles d'exploitation qui à la fois ont une rentabilité, qui ont produit de plus en plus des produits de qualité et je dirais avec un respect de beaucoup de règles sanitaires et autres, qui aussi s'intègrent dans le territoire et participent à l'entretien de ce territoire, le développement de ce territoire. Voilà, et donc je voulais d'abord les remercier et dire que voilà ce que fait la Fondation. Alors la Fondation, elle le fait grâce aux fondateurs, donc je les ai cités mais je les recite, Crédit Agricole, Safer,
Euralis, voilà, je retrouve Euralis et Maïs Adour. Euralis nous a quittés récemment, mais Maïs Adour, Bayer et EDF qui sont les fondateurs. Et puis nous avons à côté de ça des donateurs, des caisses régionales de crédit agricole qui sont venus nous rejoindre également. Et grâce à eux, nous pouvons récompenser ces différents agriculteurs et ces doctorants également qui sont là aussi, comme le disait le président de la région tout à l'heure, pour faire avancer la technologie et les techniques. Merci encore. Merci. Juste, je sais qu'on ne prend pas la parole à un président, mais comme tu as fait un oubli, il faut que je le répare. Voilà. Dans nos donateurs, on a également la société de Sangos, qui est assez récente, mais qui nous soutient. Donc c'est important. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais rajouter. Et puis, finalement, un grand merci à nos lauréats qui sont venus nous rejoindre. Il y a un petit pot qui nous attend là tout à l'heure. Voilà, ça c'est normal. Mais merci à vous en tout cas de nous avoir fait découvrir ces pratiques innovantes en Nouvelle-Aquitaine. Et nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission.